Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs de la marque de compléments alimentaires premium Super Physique Nutrition, disponible sur superphysique-nutrition.fr avec des compléments alimentaires de haute qualité, surtout destinés à améliorer votre santé et donc vos performances de manière indirecte. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comment va Fabrice? Salut Rudy, ça va? Alors, aujourd'hui on a plein de sujets. Je voudrais repréciser un truc pour tous ceux qui écoutent le podcast puis qui le prennent en cours de route. Donc l'idée du podcast Super Physique Nutrition, c'est qu'en général il y a toujours Rudy, on va dire que c'est notre animateur fétiche. Et sinon il y a plusieurs intervenants. Donc il y a moi-même, Fabrice. Donc là le podcast quand c'est moi c'est plutôt, allez on va dire santé longévité au niveau des thèmes abordés et des thèmes d'actualité qui sont liés à ça. Et sinon, bah, il y a Nicolas où lui, ça va plutôt être endurance et puis Clément où ça va plutôt être force. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a plusieurs intervenants avec plusieurs thématiques différentes. Donc forcément, si vous êtes à fond dans la muscu, ne vous étonnez pas, dans mon podcast, on va pas trop parler muscu parce que j'en ai parlé pendant des années, puis maintenant ça me gonfle. Et donc voilà. Donc là, c'est plus santé, longévité, grand public, on va dire, et puis anecdote autour de la santé, longévité. Et donc pas muscu intensive. Si vous voulez muscu, de toute façon, il y a aussi la chaîne de Rudy. Donc à chaque intervenant, sa thématique. N'est-ce pas, Rudy? On reprécise. Tout à fait, avec toujours un point de vue quand même longévité. Quand on est avec Nicolas, donc Nicolas Bandel, on parle d'endurance, préparation physique, mais aussi dans une optique de longévité. Et avec Clément, on parle de force, aussi dans une optique de longévité, avec tout ce qui est mobilité. Et puis bientôt, comment s'entraîner quand on est père, puisque Clément attend un heureux événement. Ok, l'heureux événement, selon le terme consacré. Alors, tiens, regarde Rudy, j'ai mon bracelet Sarkozy. Voilà, moi aussi j'ai mon. Et alors, t'en es content ou pas? Ouais, ça va, c'est une distraction. Alors, bon, au début, le truc de sommeil, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, ah, j'avais vraiment raison, c'était encore un gadget qui servait à rien. Genre, voilà, j'étais réveillé puis il disait que je dormais ou vice versa. Et on dirait au bout de plusieurs jours, il s'est calibré et là, ça a l'air assez fiable. Bon, bah, quand je me réveille et puis que je me sens bien, il dit que j'ai bien dormi. Quand je me réveille et que je me sens pas bien, il dit que j'ai pas bien dormi. Bon, bref, voilà, c'est une distraction qui m'amuse pour le moment. Du coup, ça m'a permis de connaître ma fréquence cardiaque quand je dors, Rudy. Voilà. Donc, Et donc, combien? entre 44 et 46 à peu près. Voilà, ça varie comme ça. Voilà. Et la fréquence cardiaque quand je suis assis, mais ça, je pouvais le mesurer moi-même avec mes deux doigts et mon chronomètre. Voilà, c'est entre 56 et 60, on va dire. Ça dépend des moments. Ok, alors, premier sujet, Marudette. Donc, tu sais que maintenant, nos petits collégiens, ils ont des tests sportifs chaque année, et notamment le fameux test Luc Léger. Alors que tu connais bien peut-être le Luc Léger. Alors déjà, rappelle-nous ce que c'est le Luc Léger. Alors, le test Luc Léger, le plus connu, c'est un test navette, où en fait, on fait des allers-retours. Et dans mes souvenirs, toutes les minutes, bah, le kilomètre heure augmente, en général de 0,5 km/h. Je le connais bien parce qu'en BPGEPS, avant, quand j'en ai des cours en BPGEPS, et ben, en fait, c'était un test d'entrée. Et je sais plus quel palier il fallait atteindre, mais beaucoup de personnes qui faisaient de la musculation échouaient à ce test et donc ne pouvaient pas faire le BPGEPS. Donc, ils devaient s'entraîner spécifiquement pour y arriver. Donc, c'est un petit test, normalement, qui aide à calculer, à extrapoler sa VMA, sa vitesse maximale aérobie, ce qu'on peut tenir en moyenne sur 6 minutes. Les experts m'en voudront pas de cette caricature. Et on peut extrapoler un peu sa VO2 max par rapport à ça, donc ses capacités vasculaires, cardio-respiratoires. Voilà. Très bien. Eh bien, donc, nos amis collégiens, ils tiennent en moyenne 4 à 5 minutes sur le test. Et il y en a Ah 18. merde, Ah, ouais, c'est nul, c'est nul. c'est pas beaucoup. Et il y en a 18% qui tiennent moins de 3 minutes. Donc, c'est les collégiens qui sont en sixième. Voilà, c'est ce test-là, il est en sixième. Et parmi les 18% qui ne tiennent pas 3 minutes, tu as 22% de filles et 14% de garçons. Donc, en fait, les filles sont plus nulles que les garçons. 3 minutes, c'est pas beaucoup. Après, moi, je les connais, les collégiens, ça se trouve, ils se disent, ah, j'ai pas envie de courir, ils me font chier avec le test, et puis ils abandonnent tout de Ah. suite, hein. C'est peut-être pas que nécessairement, au bout de 3 minutes, ils sont à la mort. Mais en tout cas, voilà, les résultats donnent ça. Donc, c'est pas foufou, et ça s'améliore pas d'année en année. Et ce qui est un peu intéressant au-delà des chiffres, mais bon, on l'avait compris au fur et à mesure des années, c'est qu'en fait, plus tu es dans des catégories socio-professionnelles moins bonnes, eh ben moins t'es bon. En fait, voilà, être sportif et en bonne santé, ça devient un signe de catégorie socio-professionnelle un peu supérieure, quoi. Et bah, c'est ce qu'on a constaté en fait, hein, y compris aux États-Unis, là où tous les Jeff Bezos, les Zuckerberg, etc., ils font tous du sport et de la muscu, du machin.
Et maintenant, être physiquement beau, être physiquement en forme et tout, ben c'est un marqueur social en fait. Voilà. Donc voilà, Marilette. Non, mais je te rebondis un peu là-dessus rapidement parce que j'écoutais justement un podcast de notre ami Jérôme où il interviewait Denis Richet et justement il disait que la pyramide alimentaire aux US avait été inversée récemment en disant bah voilà les premiers aliments qu'il faut manger c'est des fruits et des légumes et il disait on prend le problème à l'envers parce que le problème c'est qu'aujourd'hui les fruits et légumes sont devenus tellement chers qu'en fait c'est réservé à une classe sociale particulière et que ceux qui malheureusement n'ont pas les moyens peuvent pas se nourrir avec des fruits et légumes en priorité dans leur alimentation. Et comme tu le dis, bah, en fait, aujourd'hui, malheureusement, la société se polarise de plus en plus et bah, on en reparlera un petit peu après, mais nous, c'est un travail qu'on essaye de faire avec Superphysique Nutrition, de rendre accessible au maximum, quitte à rogner sur nos marges, pour justement, aider à «promouvoir» entre guillemets la santé. Je sais pas si on a le droit de dire ça, heu, tu me reprendras si on n'a pas le droit de dire ça, d'un point de vue de la répression des fraudes, mais ouais, c'est vrai que tout se polarise. Tout se polarise de plus en plus et donc on fait des recommandations qui sont souvent intenables et là, chez les enfants, bah, ça fait quand même peur de se dire que même si, comme tu as dit, c'est des collégiens et peut-être qu'il y en a qui se cachent pour ne pas courir, qu'ils arrivent plus à courir 3 minutes ou même 6 minutes, tu te rends compte, c'est rien, c'est rien. Après, je me souviens pas de ma génération en détail. Personnellement, je faisais de l'athlétisme, donc je courais beaucoup. Toi, je sais que tu courais aussi pas mal, tu faisais du karaté, tout ça, donc on était plutôt actifs et courir 6 minutes, on se disait: «Bon». Surtout sur un test Luc Léger où tu démarres, je sais plus, à 5, 6, 7 km/h. Franchement, c'était pas ça va quoi, c'était pas un effort démesuré. Et là, tiens, je sais pas si ça devient grave, mais on voit une évolution de la société qui, à nos yeux, en tout cas, va pas dans le bon sens. Oui, bon, ça va pas dans le bon Bah sens. si! En tout cas sur le plan sportif. OK. Alors, autre sujet. Donc là, c'est l'ANS, voilà, l'organisme qui, en France, fait des analyses sur les aliments et donne des recommandations alimentaires. Donc a fait un petit bilan, ils avaient déjà fait une étude il y a une dizaine d'années, sur, les polluants, les choses pas très bonnes qu'il y avait dans notre alimentation. Et là, à nouveau, ils ont trouvé que, bah, il y avait, dans les aliments qui sont consommés par les gens, trop d'acrylamide, de cadmium, d'aluminium, de mercure, tout ça. Enfin, un peu les trucs habituels. Par contre, il y avait moins de plomb que lors de la précédente étude, donc ça, c'est plutôt bien, moins de plomb. Mais voilà, il y a toujours de l'acrylamide, particulièrement, bah, dans les frites, hein, dans les pommes de terre. Donc ça, je suppose que c'est dans les pommes de terre qu'on achète tout fait. Et puis, bah, il y en a aussi dans le pain. Et par contre, sur les recommandations, il reste sur le truc habituel. Oui, il faut manger de tout, de varié, machin chose, le truc un peu bidon. Évidemment, ils vont pas dire aux gens qu'ils ne font pas manger de pain dans un pays où le pain, c'est le truc de base, hein. Mais je pense que si on allait un petit peu plus loin, il faudrait qu'ils disent que la fameuse baguette blanche, en fait, c'est que de la merde, quoi. Non seulement tu as de l'acrylamide là-dedans, parce que ça a été cuit à haute température, puis nutritivement, c'est complètement nul, hein. Mais bon, tu peux pas dire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ces agences-là, elles sont pas si indépendantes que ça. Et j'avais vu dans le Canard enchaîné, mais j'en avais déjà parlé dans un podcast, qu'à un moment donné, ils voulaient faire une campagne sur le vin, en disant que voilà, c'était un alcool comme un autre. En gros, je crois que c'était ça la campagne. Et en fait, le lobby viticole a dit, vous rigolez, on a déjà du mal à s'en sortir parce que plus personne boit de vin. Je caricature. Et puis au final, il y avait une intervention de Macaroni, lui himself. Et en fait, la campagne, elle avait été reportée, annulée, simplifiée. Et donc du coup, voilà, il y a des pressions. Puis des fois, bah, les recommandations, elles s'adaptent aussi sur le plan économique. Et à mon avis, ils ont pas trop tapé sur le pain. Ils sont juste contentés de mentionner que voilà, il y avait des saloperies dedans. Mais voilà, comme d'habitude, une alimentation variée et équilibrée protège un petit peu tout. Et en fait, pourquoi je parle de ça, Marionnette? C'est parce que il faut savoir que Rudy, ça fait un petit longtemps que je le connais, plus longtemps que ma femme. Donc, de mémoire, je le connais depuis 2003. Donc, ça fait 23 ans de couple avec Rudy. Et aussi longtemps que je le connais, Rudy, eh ben, il bouffe du riz. En fait, il bouffe tellement de riz qu'on aurait pu l'appeler grain de riz, pour ceux qui ont la référence, parce que c'était la femme balkanique qui appelait un de ses collaborateurs asiatiques grain de riz. Toujours des gens très sympathiques, nos élites politiques sont pas du tout condescendants et méprisants avec les autres. Mais bref, elle appelait son collaborateur grain de riz, mais c'était peut-être du racisme ou je ne sais quoi. Par contre, Rudy, on pouvait l'appeler grain de riz tellement il mangeait du riz tous les jours, quoi. C'était genre matin, midi, soir, du riz depuis 20 ans. Et or, en fait, j'ai appris, Rudy, je me souviens plus si c'était dans un podcast ou quoi, que finalement, tu avais laissé un peu tomber le riz et que tu étais passé sur un autre aliment. Et du coup, je me suis dit, allez, on en parle en podcast pour voir comment tu vas te défendre, sachant que je t'avais déjà dit il y a un moment que le riz, il y avait des problèmes avec l'arsenic. Mais bon.
Dis-nous ce qu'il en est sur ton riz, Rudy. Ah mais c'est intéressant parce que ça fait partie un peu de l'évolution. C'est qu'au début, quand t'es gamin, que tu connais rien, moi je me souviens quand j'avais 14-15 ans que je voulais grossir, bah même si je mangeais pas de saloperie, tu bouffais tout ce que tu pouvais. Donc des pâtes, du fromage, tu fous des gnocchis, tu manges des céréales, tu cherches même des céréales qui ont plein de calories pour pouvoir manger suffisamment. Donc forcément, t'es jeune, t'avais pas trop conscience des effets négatifs sur le long terme, parce que t'es jeune et t'as l'impression que tout va bien se passer. Puis après, bah, j'ai rapidement compris quand même que les laitages et que le gluten, c'était pas foufou. Enfin, pour la plupart des laitages, en tout cas, même si je consomme aujourd'hui plutôt des laitages issus de chèvre ou de brebis, qui passent très bien, ou des fromages au lait cru. En fait, je me suis vite rendu compte que ça faisait pas du bien. Et donc, bah, quand tu manges plus de gluten, il reste plus grand chose. Notamment quand tu prends pas beaucoup de plaisir à cuisiner. Et donc, c'est vrai que, bah, j'ai mangé du riz, du riz, du riz, du riz. Je vais dire au moins 2-3 fois par jour, facilement pendant des années et des années et des années. D'une part parce que c'était pratique, heu, et puis, bah, c'était pas cher. Et il y a ça aussi, faut le dire, le riz, si tu prends du riz, c'est pas très cher. Et comme tu l'as dit, bah, le riz, en fait, c'est bourré d'arsenic. Même si tu le rinces à chaque fois sous l'eau, tu verras sous l'eau du robinet, donc bon, on sait qu'on en a souvent parlé, l'eau du robinet, c'est de pire en pire aussi, en termes de contaminants. Mais en fait, c'était pas fou. Et ce qui a changé drastiquement mon alimentation, bah, ces derniers temps, c'est de m'acheter un cuit vapeur. Donc ça s'appelle Ah, un Vitaliseur, un cuit vapeur, donc que toi, tu avais déjà depuis un petit moment. Et en fait, grâce à ça et au fait qu'il y ait une fruitière qui a ouvert en face du Super Physique Gym, donc à ma quoi salle ça à tient? proximité d'Annecy. Voilà, j'en parle pas souvent, mais s'il y en a qui sont de passage sur Annecy ou qui sont sur Annecy, qui cherchent une salle un peu différente, ils peuvent me contacter via mon site rudicoya.com. On en discutera. Et bref, la fruitière est ouverte et je me suis dit, bah tiens, mais c'est vachement bien ce truc-là. Et avec les années, bah, je suis beaucoup plus sensible justement à acheter local, à encourager bah, les gens que je côtoie et à pas encourager la grande distribution. Et donc, bah, je fais mes courses là-bas. Et comme je fais mes courses là-bas, bah, forcément, à proximité d'Annecy, il n'y a pas de producteur de riz. Il n'y a pas de producteur de riz. Donc, il y a des producteurs de pommes de terre, de patates douces, donc fruits et légumes de saison. Il y a les œufs du coin. Le gars, j'ai un petit, pas une sorte de petit partenariat, mais j'arrive et je remplis ma plaquette d'œufs. À chaque fois, il est nourri aux graines de lin, donc c'est super. Il y a du miel, pareil, d'à côté, du propomiel, miel et propolis. Très, très bon pour l'immunité, Fabrice. Je te le recommande. Mhm. Bref. Et donc maintenant, je fais toutes mes courses là-bas. En fait, je fais toutes mes courses là-bas et bah, en fait, je suis passé aux pommes de terre et aux patates douces. Et bon, peut-être de manière excessive parce que maintenant je mange ça, 2, 3, 4 fois par jour en fonction, bah, de ce que j'ai fait comme entraînement et de combien de calories entre guillemets «j'ai besoin». Mais c'est vrai que je sens que c'est beaucoup mieux. En fait, je sens avec les années, je sais pas ce qui se passe, mais je sens que je digère très, très bien les pommes de terre, les patates douces, c'est vraiment bien. Le riz, je mangeais tellement des grosses quantités que, des fois, j'avais l'impression que même si c'était dilué avec, de l'huile de colza ou d'olive, des œufs, des légumes et tout, il y avait quand même un pic de glycémie. Pareil, ça, on n'en a pas parlé ou peut-être pas assez souvent, mais en fait, il y a des tables d'index glycémique que, j'ai remis d'ailleurs dans mon livre hybride consacré à l'Aerox, pour ceux qui vont se le procurer. Mais en fait, l'index glycémique, tout ça, c'est une moyenne aussi. Et en fait, on se rend compte que si on met un capteur pour mesurer, son taux de sucre dans le sang, on se rend compte que chaque individu va avoir une réaction, pas complètement différente, mais un peu différente. Il y a des gens, ils vont prendre un aliment et ça va faire fouf, et d'autres, bah, ça va beaucoup moins monter, même si ça va quand même monter. Et donc, on va de plus en plus vers une alimentation personnalisée. Et je me suis rendu compte qu'en mangeant des pommes de terre, des patates douces à la place du riz, bah, je me sentais plus en forme. Je me sentais plus en forme et puis ça a augmenté aussi ma consommation de légumes. Et donc, je mange plus du tout de riz. Par contre, bah, comme tu l'as dit, le fait de varier, bah, je varie les légumes et les fruits en fonction de la saison. Là, pommes de terre et patates douces, bah, c'est difficile de varier pour mes quantités de glucides par rapport à tout ce que je m'entraîne. Et bah, les œufs, j'en mange aussi beaucoup, même si c'est les œufs du coin. Bon, on sait que, plus tu consommes un aliment, plus tu t'empoisonnes, même si les doses sont légères de poison. Et donc bon. Mais c'est vrai que ouais, j'ai complètement arrêté le riz. Le seul riz que je prends de temps en temps, maintenant comme je disais, je fais un peu attention à tout, c'est, du riz, de Camargue. C'est du riz de Ah, Camargue d'accord. parce que je me dis: «Ah tiens, voilà, c'est du riz français», et puis comme, j'allais souvent, au Gros du Roi avant faire du kayak, quand j'en faisais beaucoup, et ben, en fait, j'ai acheté le riz là-bas et j'étais super content. J'ai dit: «Ah, j'encourage et tout», et voilà, donc ma conscience, on va dire, écologique, a évolué aussi, et donc je fais vraiment attention d'où ça vient. Même les sardines, donc ils en vendent pas, mais j'achète des sardines de Bretagne. La viande, bah, j'en ai parlé, j'achète celle de notre ami, David de Féroce. J'essaie vraiment de consommer le plus local possible, le plus français possible. Donc vous ne me verrez pas manger, des mangues, en plein hiver ou des fraises au mois de janvier, quoi.
Ça, c'est pas possible. Et donc, ouais, c'est vrai que le riz, pendant toutes ces années, bah, c'était d'une part une erreur d'un point de vue santé, mais d'un point de vue muscu, bah, c'était une bonne idée parce que c'était pas cher et c'était pratique, ça faisait des calories assez faciles aussi. Mais c'est sûr que d'un point de vue santé, c'est pas l'idéal. Il y a de grandes probabilités que je me sois un peu empoisonné à l'arsenic, hein, à quel niveau? Bah, c'est la question, ça, on espère, on croise les doigts, de pas payer les conséquences, mais bon, on verra bien, comment ça se goupille, hein. Ouais, ouais, bah, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Alors déjà, on peut faire un clin d'œil à Dorian Yates, parce qu'il mangeait déjà des patates douces en préparation de compétition dans les années 90. Et j'avais déjà dit plusieurs fois en podcast que la patate douce, c'était vraiment un truc top. Parce que bon, moi, j'appelle ça la patate douce, c'est un croisement entre la patate et la carotte. On a cette impression-là. Et c'est super digeste et voilà, il y a du bêta-carotène dedans, tout ça, c'est très bon, etc. Et en fait, ouais, tu as dit un truc, tu as dit que voilà, ton habitudes alimentaires avaient changé, entre autres parce que tu as un magasin qui a ouvert près de chez toi, voilà, avec plus de produits frais et tout ça. Et bon, il se trouve aussi que pour toi, le budget n'est pas tellement un problème. Mais mine de rien, la proximité, c'est vrai que ça joue. Parce que donc moi, quand j'avais un Labi Clair à côté de chez moi, je pouvais faire les courses en une demi-heure. Et du coup, j'allais 2, 3 fois par semaine acheter des légumes à Labi Clair. Et puis finalement, il a fermé. Maintenant, il faut que j'aille dans un Biocoop, mais c'est beaucoup plus loin en termes de route. Bah, j'y vais plus qu'1 ou 2 fois par semaine. Et comme c'est des légumes bio, et ben quand j'y vais, forcément, ils vont me durer 2, 3 jours. Mais tu peux pas attendre trop longtemps avec les légumes bio, sinon ils s'abîment, même quand tu les mets dans le frigo. Et ben moralité, je mange moins de légumes, tu vois? Parce qu'en fait, il faudrait que j'y aille plus souvent, mais ça m'ennuie. Comme quoi, la proximité, ça compte. Et encore là, on n'a même pas abordé l'aspect argent, vu que nous, voilà, on dédie un budget conséquent à l'alimentation, mais si en plus tu rajoutes l'aspect argent, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, la proximité, c'est important. Le cuit-vapeur, alors, tu as mis du temps à t'y mettre. Tu te souviens, à un moment donné, j'avais fait des vidéos, j'avais carrément sorti la couscoussière pour dire voilà ce que j'utilise et tout. Bien Il y sûr. en avait que ça avait fait rire voilà, que ça avait fait rire en commentaire et tout. Mais c'est vrai que c'est absolument top, ce truc-là. Et en fait, Ah c'est ouais, non, comme mais c'est j'avais super, dit, ouais, c'est super. c'est pas compliqué. Tu mets de l'eau là-dedans, tu fous tes légumes au-dessus, tu te casses, tu mets un timer sur ton truc sur ta plaque, c'est simple, c'est sain, c'est vraiment bien, quoi. Et les pommes de terre, d'ailleurs, c'est mieux de les cuire à la vapeur que de les mettre directement dans l'eau chaude, voilà. Et Bien sûr. il y en a même qui gardent la peau. Alors bon, moi, ça dépend. En général, je brosse la peau puis je la Ah, moi, garde, je mais garde. ouais, voilà. Moi, je garde, ouais. Mais faut la brosser un peu, bon, mais ouais, c'est vachement top. Et en fait, moi, le riz, j'en mangeais pas mal, mais moins que toi. Donc, à l'époque, si tu te souviens, on connaissait ces histoires d'indice glycémique depuis longtemps, même si c'était un peu controversé parce que finalement, si tu prends du riz puis que tu fous de l'huile dessus, ça va baisser l'indice glycémique. Donc, en fait, il faudrait que ce soit par rapport au repas. Bref, c'était un peu compliqué de savoir. On pouvait pas trop savoir. On pouvait juste dire on évite les aliments qui ont des indices glycémiques trop élevés. Et si tu te souviens, le riz basmati avait un indice glycémique qui était censé être moindre que les autres riz. Et à un moment donné, je me souviens, on prenait que du riz basmati il y a 20 ans. Et bon, puis finalement, à la Biocoop et tout ça, des fois, ils en ont pas. Ils ont plutôt du riz de Camargue. C'est pour ça que c'était le riz de Camargue, moi, que je prenais. Mais quand j'ai végétalisé beaucoup mon alimentation, bah, moi, j'ai eu beaucoup plus de légumineuses et de tubercules. Et du coup, j'ai diminué ma consommation de riz, en fait, avant toi. Et à la place, tu t'y mettras peut-être, tu as les pois cassés, qui sont également un aliment qui se digère très bien, puis qui est très riche en plein de choses, qui est finalement agréable à manger. Et c'est une bonne alternative à la patate douce, les bons pois cassés. Voilà, puis ça se conserve, enfin bref. Ouais. Et puis ce qu'il y a aussi, je rebondis, c'est que moi qui aime bien, beaucoup manger, qui a toujours été habitué à beaucoup manger, en fait, quand je mange du riz, j'ai l'impression de rien manger. En fait, ça glisse un peu, pas Ouais, beaucoup à mâcher et donc ça te remplit pas. Alors que les pommes de terre, patates douces un peu moins parce que comme je les fais au vitaliseur, elles sont un peu molles, tu vois? Mais les pommes de terre, mais en fait, elles te remplissent à quantité équivalente de glucides, donc c'est à peu près le ratio fois 4, donc pour 150 grammes de riz, c'est 600 grammes de pommes de terre. Bah, tu manges 600 grammes de pommes de terre, là, tu es posé. Tu te dis: «Bon, bah, j'ai bien mangé, quoi». Alors que 150 grammes de riz, des fois, je me disais: «Bon, bah, j'ai pas mangé grand-chose, quoi». ouais, bah ça c'est vrai qu'il y a des stratégies différentes en fonction de si tu fais de la muscu ou pas de muscu. Par exemple, moi maintenant qui ai besoin que de 2 200 calories par jour, j'ai plus de flexibilité sur ce que je mange. Mais c'est vrai que quand tu as besoin de 3 500, bah c'est un peu compliqué quoi, parce que tu dois tellement manger qu'il y a des aliments tu vas peut-être exclure un peu pour avoir tes calories, parce que sinon tu as un bide énorme. Ah bah bref. Et c'est vrai que voilà, il y a des fois la densité des aliments, genre je prends un exemple, le tofu blanc, ça cale beaucoup. Donc, Ah oui. ouais, si tu as besoin que de 2 200 calories puis tu as tendance à trop manger, ben, le tofu blanc, c'est bien.
Mais si tu veux 3000 ou 4000, faut pas trop manger de tofu blanc parce qu'après, t'es trop rempli. Ah, bref, voilà. Chacun voit ses stratégies avec les aliments, mais la patate douce, Dorian Yates montrait la voie. Mais tu vas pas en trouver toute l'année, normalement, de la patate douce. Ou alors, faudra en prendre d'israélienne ou de je ne sais quoi. Bref. Ok. Alors, Rudy, je propose que ce soit là qu'on parle de notre changement sur le Elite Vitamine. Donc, j'explique vite fait. Donc, avant, on vendait un multivitamine qui s'appelait voilà, Super Vitamine, qui était déjà pas trop mal. Mais bah, on est passé récemment à une version dite Elite, où en gros, bah, il y avait des vitamines qui étaient sur une forme qui était pas mal dans notre Super Vitamine, mais là, on a mis les meilleures formes. Donc, ce qu'on appelle les formes coenzymées pour la vitamine B2 et la B6 ou les formes méthylées pour la vitamine B9 et la B12. Enfin voilà, on a fait des changements qualitatifs pour avoir ce qu'on appelle des ingrédients plus biodisponibles, où en gros l'organisme il peut les choper directement plutôt que de passer par une petite étape intermédiaire. La DDPP n'autorise pas trop à communiquer là-dessus, donc j'insiste pas. Mais en gros, si vous faites vos recherches, si vous demandez à Gemini et que vous lui demandez, voilà, vous lui mettez la liste des ingrédients qui sont dans notre complément alimentaire, vous la copiez-collez sur votre chat GPT ou Gemini, vous demandez si c'est des ingrédients de bonne qualité et il va vous dire que c'est la meilleure qualité possible. Il y a juste au niveau des dosages où on peut discuter, mais voilà, on a des très bonnes formes. Et on a rajouté du coenzyme Q10. Voilà, on est peut-être un peu en retard Ah sur ce oui! truc-là. Ah! Ouais. Voilà, ça fallait en rajouter. Ah ça, ça fait longtemps que j'en voulais, hein. Ça, c'est Ouais. hyper important, justement, pour le vieillissement, les mitochondries, tout ça. On en avait parlé avec Vincent Foulonneau dans un épisode sur Secret du sport, donc sur Hybrid Podcast, pour ceux que ça intéresse déjà à l'époque. Et c'est vraiment, ça, je vais pas dire que c'est indispensable, mais c'est vraiment très important. Voilà, on avait déjà de la choline, mais du coup, on a mis de la citicoline, donc qui est censé être un ingrédient un peu mieux que la choline. Et puis voilà, après, on avait déjà de la K2M K7, mais bon, là, c'est plus une dose de soutien qu'on a dans notre Elite Vitamine. C'était pas une méga dose non plus. Du bisglycinate de magnésium, on en avait déjà, pareil, c'est plutôt une dose de soutien. Et bah, le sod, on avait déjà du sod, ça n'a pas changé. Ouais, voilà, on a fait quelques petites améliorations. Vous pouvez les retrouver sur la fiche si vous voulez le détail. Donc Rudy mettra le lien en commentaire. On a dû légèrement augmenter le prix, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, moralité, en termes de rapport qualité-prix, si vous comparez avec la concurrence, franchement, on est top. Après, voilà, comme moi je suis honnête, je dis, euh, pour certains minéraux et tout, c'est des doses de soutien. Voilà, c'est censé complémenter votre alimentation, mais c'est pas des doses, comment dire, très très élevées. Voilà. Dans la K2 MK7, on a une petite dose. C'est pas 100% des VNR, c'est une petite dose. Après, on est obligé de faire des compromis parce qu'on a que 2 gélules et puis qu'on veut pas vendre ça à un prix très très élevé. Donc voilà, des fois il y a des doses de soutien, on va dire, et voilà. Non, mais ça, faut le préciser. Et on en parlait avant le podcast, justement, sur les dosages, quand on bosse sur les compléments pour essayer de les améliorer. C'est comme c'est un multivitamine, on peut pas non plus partir sur 100% des apports recommandés, ou qu'on pense recommander sur tout. Parce que si on fait ça, en fait, votre alimentation peut apporter un surplus et on a tendance à dire: «Ouais, on manque, on manque, on manque», mais on peut avoir des surplus, notamment si on mange assez sain, voilà, si on mange beaucoup de noix, par exemple, et que, là, sur le sélénium, on est déjà à 100 et que vous mangez beaucoup, beaucoup de noix, vous pouvez avoir un peu trop de sélénium. Donc à chaque fois, on essaie de trouver le juste compromis, selon nous, entre une bonne alimentation, celle qu'on va recommander, et les bons dosages dans les vitamines pour que ça se complémente vraiment. Pas qu'il y ait de surdosage, parce qu'après, quand il y a des surdosages, ça fait des déséquilibres et il faut augmenter, tel minéral et puis tel autre. Bref, c'est un bourbier sans nom. Donc là, on a vraiment un super compromis avec, Elite Vitamines. On a dû monter le prix parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met des meilleures formes de vitamines ou de minéraux, bah, ça coûte un peu plus cher, mais on a voulu, comme je disais en introduction, bah, être toujours le plus accessible possible pour, pour moi, en tout cas, c'est un peu une hérésie, quand on essaie de faire attention à sa santé, que, ce soit dépendant, de nos revenus. Donc là, c'est accessible et on est vraiment content de ces vitamines, franchement, bah, comme on l'a dit, on va vraiment dans le bon sens. On est en train de tout améliorer, on améliore tout. On était déjà premium, bah, là, on va devenir super premium. Et donc on vous réserve encore quelques surprises, à l'avenir. Donc c'est sur superphysique-nutrition.fr. Premier lien dans la description et premier lien épinglé. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans la vidéo YouTube si jamais vous pensez qu'il y a des ingrédients qui manquent ou pas. Alors évidemment, hein, on sait qu'on aurait pu rajouter d'autres ingrédients après pour trouver un compromis. Mais pour ceux qui veulent s'amuser à jouer au formulateur, je vais vous montrer un exemple de cas de conscience qu'on peut avoir. C'est par exemple sur iode.
l'iode. Donc là, il y en a pas dans notre complément alimentaire et vous avez du iode avec le sel iodé ou si vous mangez des algues ou voilà des produits. Ou des sardines, des sardines, des Voilà, sardines. peut-être il y en a sûrement un peu dans les sardines et tout ça. Et c'est vrai que du iode, beaucoup de gens ils salent trop leurs aliments avec du sel iodé et donc ils ont déjà beaucoup d'iode. Et donc si on en rajoute dans le complément alimentaire, dans ce complément alimentaire qui est un complément alimentaire qu'on veut grand public, et ben du coup il y en a peut-être des gens qui auront trop d'iode parce que globalement ils consomment trop de sel. Mais c'est vrai que pour nous qui salons pas nos aliments avec du sel iodé, eh ben, on pourrait se dire que du coup, le complément, il a pas d'iode. Donc, moi, par exemple, je prends des algues. Rudy, lui, il prend plein de produits de la mer. Mais on pourrait dire que ceux qui salent pas, bah, ils auraient voulu qu'il y ait d'iode dans le truc. Mais en même temps, ceux qui salent trop, faut pas leur en mettre. Alors, des fois, bah, il y a des choix qui sont un peu compliqués à faire. On s'est dit que peut-être pour une prochaine version, on en mettra un petit peu pour avoir une dose de soutien pour au cas où. Mais voilà, des fois, c'est un peu compliqué à cause de ça parce qu'on n'est pas, on n'a pas toutes les habitudes alimentaires de tous les gens. Et un grand classique aussi, mais ça c'est le fer. Voilà, beaucoup de femmes manquent de fer, mais chez les hommes le fer, nous on n'en manque pas. Si on en met, bah, c'est pro-oxydant, donc on va pas mettre du fer puis s'empoisonner nous. Donc voilà, des fois on est obligé de faire un compromis. Rudy l'a dit, l'idéal ce serait de tout personnaliser, mais on peut pas non plus tout personnaliser dans la multivitamine. Donc voilà, on a fait à peu près du mieux qu'on pensait. Et voilà pour l'anecdote. Et alors, au passage, dans le temps, moi j'aurais dit que le premier complément à prendre, c'était un multivitamine. Mais dans la petite page qui s'appelle Ma sélection profilée sur notre site, donc j'ai ordonné les compléments tels que je les classe pour la santé et longévité. Et donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, on a discuté avec Rudy et tout. Et moi, j'ai plutôt mis comme ordre oméga 3, vitamine D Bien sûr. et multivitamine après. En fait, j'ai pas mis le multivitamine en premier parce qu'en fait, pour moi, les oméga 3, c'est le plus important. Alors après, si vous mangez des sardines et tout ça, vous pouvez éventuellement vous en passer. La vitamine D, c'est le deuxième, le plus important parce que si vous allez pas au soleil, et beaucoup de gens vont pas assez au soleil ou selon que vous habitez en France, ben même en allant au soleil, ça marche pas. Et donc du coup, bah là, vous êtes un peu obligé de vous supplémenter en vitamine D, même si on n'a pas le droit de le dire au niveau des DPP. Mais voilà. Et en troisième, je mets le multivitamine. Parce qu'en théorie, si vraiment vous avez une alimentation nickel, mais alors faudra vraiment avoir une alimentation nickel, vous en avez pas besoin. Mais bon, en pratique, quasiment tout le monde en a besoin. Mais en tout cas, voilà, moi je le mets en troisième. Les deux premiers, pour moi, c'est oméga 3 et vitamine D. Et l'idéal, bah, c'est de prendre les trois. Mais ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et alors justement, Rudy, maintenant, tu sais, ils ont beaucoup progressé dans les logiciels pour compter les calories. Et il y a un truc qui s'appelle Chronometer. Voilà, c'est disponible, c'est une appli ou c'est sur le web. On peut mettre tout ce qu'on mange et il va calculer les macros. Ça fait longtemps qu'on sait faire. Mais il calcule aussi toutes les minéraux, les vitamines et tout au cours des repas de la journée. Et quand on fait l'exercice de vraiment tout noter ce qu'on mange et tout ça, sur plusieurs jours, eh ben, on se rend compte que même avec une alimentation topissime, et c'est dur d'avoir les vitamines et les minéraux, hein, franchement. Et alors tu te dis que ceux qui mangent des aliments transformés, genre des pizzas et tout ça, ah, c'est impossible qu'ils aient pas de carence. Et notamment avoir son magnésium. Si on boit pas d'eau minérale, et la plupart des gens ils boivent plus d'eau minérale maintenant vu qu'on a dit que c'était plein de plastique, eh ben c'est chaud hein, d'avoir son magnésium juste avec l'alimentation. Franchement, c'est pas facile. Donc quand on nous dit une alimentation variée, équilibrée, il y a pas de problème, tout va bien. Ouais, ben c'est chaud quoi. C'est pas évident. Donc voilà. Je sais pas si t'as un commentaire à faire là-dessus. On en avait déjà parlé. On avait dit que voilà, les sols s'appauvrissaient, qu'il y avait moins de vitamines et minéraux dans les fruits et légumes et tout ça. Mais même rien qu'ajuster au cours de la semaine pour avoir ces doses, c'est pas simple du tout quoi. Surtout a fortiori. Non, mais Ouais. Surtout a fortiori c'est pour ça qu'il faut se complémenter, quoi. ouais, si tu bouffes que 1800 calories par jour comme une femme, alors là, c'est chaque aliment que tu manges, en fait, presque, il faut que tu choisisses à chaque fois la forme qui a l'espèce de densité nutritionnelle la plus élevée. Genre, je caricature, faut que tu prennes graines de courge plutôt que je sais pas moi, des cerneaux de noix. Tu vois, ou que tu prennes, je sais pas, des sardines plutôt que du maquereau. Tu vois, tu dois tout penser, sinon t'as pas la dose. En tout cas, d'après l'appli chronométreur, t'as pas. Donc, bref, alors toi, avec tes 4000 calories par jour, c'est peut-être plus facile, mais ouais, quand tu es à 1008 de calories, c'est pas facile d'avoir les doses, voilà, soi-disant Ah ouais, trop ouais. bien. Et encore là, je parle des doses, on va dire des espèces de recommandations générales. Parce que là, si tu parles de médecine fonctionnelle où tu dois avoir des doses de malade, alors là, c'est pas possible, tu les as pas. Ça, c'est sûr.
Ok, alors autre sujet. Donc là, ça va être plutôt l'anecdote santé longévité. Je vais vous raconter du coup. Ah, bah voilà, voilà. Je vais vous C'est là raconter que ça des. m'intéresse. Il m'a pas trop spoilé, donc c'est là que ça m'intéresse. Ouais, 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 voilà, je vais raconter des trucs de fou. Voilà, je vais raconter des trucs de fou. Ok, et en fait, ça fait plusieurs fois que des commentaires dans le forum YouTube, sur le YouTube du podcast me challenge et que je me dis, Dios míos, heureusement que les types ont laissé des commentaires, quoi. Donc j'explique. Donc la dernière fois en podcast, j'avais fait un sujet où j'avais dit qu'en gros, Alzheimer pouvait être lié aux bactéries qu'on avait dans la bouche et qu'il fallait avoir une hygiène bucco-dentaire excellente, non seulement pour ses dents et en plus pour éviter potentiellement Alzheimer. Bref. Et j'avais dit, donc moi, que je passais le fil dentaire une fois par semaine. Rudy avait dit qu'il faisait les brossettes. Bon, effectivement, c'est mieux de faire les brossettes une fois par jour et le fil dentaire une fois par jour. Et j'avais dit, moi, je faisais qu'une fois par semaine parce que ça avait tendance à saigner un petit peu. Et voilà, ça me stressait quand ça saignait, tout ça. Et il y a quelqu'un qui, en commentaire, a dit, bah, fais gaffe, en fait, si ça saigne, c'est peut-être le signe que tu as un problème, en fait, sous-jacent. C'est pas normal qu'une gencive saigne. Voilà, on a tendance à banaliser ça, mais en fait, une gencive doit pas saigner. Donc, je me suis renseigné avec mon IA favorite. Et effectivement, ça pouvait être un signe d'une parodontite. Donc, ni une ni deux, comme je suis à l'étranger, j'ai pris un rendez-vous pour faire une étude parodontique, hein, juste pour que vous voyez la différence avec la France. Ça m'a pris 3 jours pour avoir le rendez-vous. Voilà. Donc, j'ai eu mon étude en 3 jours. Après, il faut accepter de se déplacer. Honnête avec ça. Si vous restez chez vous dans votre petit coin puis que vous vous limitez aux trucs autour de chez vous, forcément ça peut prendre du temps, quoi. Donc il faut accepter de se déplacer, y compris à l'étranger, pour avoir son truc. Bref, donc je vais faire l'étude parodontique. Alors écoutez bien l'anecdote parce que ça c'est un truc de fou. Donc je précise, ça fait 10 ans, comme j'avais dit la dernière fois. Comme mon père, il a perdu toutes ses dents assez rapidement, ça m'a toujours fait flipper. Donc j'ai été très attentif. Je vais chez le dentiste. Avant, j'allais 2 fois par an. À partir du Covid, 1 fois par an parce qu'elle m'a dit que 2 fois par an c'était trop. Et encore, dès que j'avais le moindre souci, j'y allais en disant ah ben il y a une petite tache qui est apparue là. Est-ce que vous pouvez checker, etc. Donc en fait, 1 à 2 fois par an, je vais chez le dentiste. Je brosse les dents 2 fois par jour, le fil dentaire 1 fois par semaine. Donc encore une fois, c'est mieux de faire 1 fois par jour. Je faisais tout bien. La dentiste, elle me dit vos dents sont nickel. Un jour, je lui ai dit oui, désolé, je viens souvent, mais dès que j'ai un pet, mais parce que voilà, mon père a perdu toutes ses dents, ça me fait stresser, tout ça. Elle m'a dit vous inquiétez pas, vous perdrez pas toutes les dents. Vu l'hygiène que vous avez, tout est parfait. Voilà, c'était ça le discours, tout est parfait. Ok, je vais faire l'étude. Donc tu as la spécialiste voilà en parodontie. Elle prend un petit instrument et en fait, donc elle met dans la bouche, elle va, je devine comme ça, le Mexique, elle va décoller légèrement la gencive et elle va regarder sous la gencive en fait. Donc elle fait un petit examen vite fait en 5 minutes. Voilà, ça lui a pris 5 minutes. Et en 5 minutes, elle dit ah oui, il y a un problème. Ok. Donc 5 minutes, il y a un problème. On va faire l'analyse complète. Donc ensuite, elle m'a fait on a pris des radios dans tous les sens. Donc je sais pas, il doit y avoir 8 radios. Voilà, donc j'ai dû prendre une bonne dose d'ailleurs de trucs cancérigènes, mais ça vaut rien. Donc, j'ai fait les radios. Ensuite, la bonne femme, elle est revenue. Elle m'a montré les radios. Et en gros, eh ben, je te le donne en mille, Rudy. Et j'ai une perte osseuse. Parce qu'en fait, j'ai une parodontie légère, voire moyenne, qui doit être installée depuis des années. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Elle me montre la radio, elle me dit, ah ben voilà, vous voyez, là, votre os, il devrait être là. Votre os de soutien autour de la dent. Ben, regardez, il est là. Et en fait, pour chaque dent, elle me montre. Et en fait, bah, il y avait des dents, j'avais une perte de 2 millimètres, 3 millimètres. Et il y avait quelques dents, j'avais une perte de 5 millimètres, ce qui est une perte qualifiée de moyenne, hein. C'est pas anodin. Donc après, j'ai regardé sur Internet parce que comme c'est en espagnol, je comprenais pas tout. Mais grosso modo, les dents, il y a un tissu de soutien de 12 à 15 millimètres, si Gemini dit juste. Et une perte de 5, voilà, ça commence à être moyen. À 6, 7, la dent, elle peut commencer à bouger. Et après, si j'ai bien compris, il y a un risque voilà, qu'à terme, elle se déchausse et puis qu'elle tombe. Et donc moi, avoir des dents qui sont à 5, c'est déjà pas mal en fait. Ça veut dire que la parodontite, il y a des chances qu'elle soit là depuis des années et des années. Et donc après, elle a repris son petit appareil et en fait, elle a redécollé les gencives et dent par dent, de ce que j'ai compris, elle a utilisé une petite réglette et elle a mesuré en fait tous les millimètres que j'avais perdus sur chaque dent. Ensuite, elle m'a fourni un papier où tu vois ma mâchoire dessinée, puis il y a des petites barres. J'explique bien tout pour que tout le monde voilà, vive l'expérience. Puis s'il y a des chirurgiens dentistes qui écoutent, ils pourront confirmer et expliquer plus. Donc elle fait des petites barres noires, des petites barres rouges en fonction de la quantité de d'os que j'ai perdu. Et après, donc on a parlé un petit peu traitement. Et il se trouve que coup de peau, donc comme mon truc c'est léger à moyen, le pronostic à long terme est plutôt favorable. Donc je dois y retourner 2 fois.
On va faire un coup côté gauche, un coup côté droit. Donc, elle va m'endormir. Grosso modo, elle va, si j'ai bien compris, soulever toutes les gencives. Elle va nettoyer toute la plaque dentaire. Parce qu'en fait, oui, je l'ai pas expliqué. En fait, c'est de la plaque dentaire sous la gencive qui s'est installée au fil des années, qui maintenant est tellement installée que je peux me brosser les dents tout ce que je veux. On s'en fout, en fait. C'est impossible de l'enlever. Et en fait, cette plaque dentaire, elle fait sa vie. Et puis, en fait, elle me bouffe. Elle me bouffe la partie qui est sous la gencive. En fait, elle me bouffe les structures de soutien de la dent. Et du coup, si le type en commentaire de YouTube, il m'avait pas dit ça peut être une parodontite et que moi, j'étais pas allé faire cette étude et que je me basais uniquement sur mes rendez-vous chez le dentiste en croyant être pris en charge, vu que j'y vais très régulièrement, en me fiant à ce que me disait ma dentiste. La preuve, c'est que je paradais en podcast la semaine dernière en disant, ah, moi, l'hygiène bucco-dentaire, je suis au top, ma dentiste m'avait dit que c'était au top. Et ben, en fait, ça se trouve, dans 10-20 ans, je perdais mes dents comme mon père, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la parodontite, c'est une maladie qui a un terrain héréditaire. Donc en fait, il y a des prédispositions génétiques. Donc il y a des gens qui vont avoir une gingivite quand ils vont avoir de la plaque dentaire sous la gencive, et donc ils vont avoir des gencives qui vont saigner beaucoup, qui vont être toutes rouges, etc. Donc visuellement, ça se voit. Il y en a qui vont avoir une gingivite plus une parodontite. Donc du coup, ils ont la gencive rouge plus les dents qui sont attaquées. Et il y en a qui vont pas avoir la gingivite, ils vont juste avoir la parodontite. Et en fait, c'est mon cas. C'est-à-dire que dans l'ensemble, tout a l'air sain. Mais en fait, quand tu soulèves la gencive, ben voilà, c'est pas sain du tout. Et le seul petit signal du coup extérieur qui pouvait montrer que j'avais ça, c'est les petits saignements que je pouvais avoir quand j'utilisais le fil dentaire. Donc du coup, celui qui avait fait le commentaire, c'était très bien vu. Et en fait, la dentiste, quand je lui ai dit que mon père avait perdu toutes ses dents, et ben normalement ça devrait faire tilt parce que ça veut dire qu'il y a des chances que mon père, il ait la prédisposition génétique pour la parodontite. Donc moi j'ai la prédisposition génétique pour la parodontite. Et en gros, il faut que je sois hyper rigoureux pour le suivi parodontite. Et donc, là où il y a eu peut-être une faute de la dentiste, mais là, comme je suis pas dentiste, je pourrais pas dire, c'est qu'en fait, dans l'examen annuel, elle aurait dû aller au-delà du regard clinique et elle aurait dû prendre le petit appareil, soulever la gencive et vérifier que j'avais pas de la plaque sous la gencive, même si la gencive en apparence était ça. Et je pense que ça n'a pas été fait parce que mon analyse, c'est qu'en fait, à cause de cette foutue sécurité sociale, tous les actes des médecins, des dentistes et tout ça, les actes banaux, ils sont pas facturés très cher. Et je pense qu'en fait, elle va au plus vite et que elle, gencive, qu'on l'air saine et tout, eh ben, elle a pas pris la peine de perdre 10 minutes à soulever tout puis à regarder. Et moralité, comme ça fait 10 ans que je vais chez la même, ben, ça fait 10 ans que ça n'a pas été regardé. Du coup, ben, la maladie, elle a eu le temps de me bouffer plein d'os. Et donc là, ce qui va se passer, donc je vais faire mes 2 rendez-vous là, à 2 semaines d'intervalle. On va tout me nettoyer. Et ensuite, il faudra régulièrement que j'y retourne pour vérifier que la maladie, qui est une maladie chronique, en fait, ne revienne pas. Et pour éviter qu'elle ne revienne pas, bah, il faut avoir une hygiène bucco-dentaire au top. Et une hygiène bucco-dentaire au top, c'est de faire la brossette. Quand on fait pas la brossette, en réalité, c'est pas au top. Et puis, il faut que éventuellement, que j'aille chez un dentiste qui soulève les gencives à chaque fois quand il fait son analyse. Ou alors dire à ma dentiste, si je reste sur la même, que ce serait bien qu'elle soulève les gencives parce que là, en fait, c'est limite une faute professionnelle. Et tu vois, ça se trouve, on serait aux États-Unis, je pourrais attaquer la dentiste en lui disant, oui, là, vous m'avez fait perdre à cause de vos conneries 5 millimètres d'os, hein. Parce qu'en fait, moi, je croyais être pris en charge et j'étais pas. Et donc, coup de peau que j'ai eu ce commentaire. Et coup de peau que du coup, je sois allé faire l'étude. Parce que si je m'en lave les mains, je fais pas l'étude, eh ben, tu vois, ça se trouve, dans 10 ans, plus de dents. Donc, super. Et alors, là où j'étais un peu furieux, c'est que ça fait plusieurs fois que je pense être pris en charge en France en allant voir régulièrement voilà des gens que je pense compétents et en fait je suis pas bien pris en charge. Je vais donner un autre exemple pour le podologue. Donc j'ai déjà dit que j'avais un terrain héréditaire d'Alus valgus et donc du coup j'ai un orteil qui est un petit peu comme ça. J'allais chez le podologue chaque année. Il m'avait fait une attelle. De temps en temps j'avais des semelles et tout ça. Je me disais bon bah je fais le mieux que je peux pour mon Alus valgus. Et c'est par hasard, en consultant un kiné espagnol pour un autre sujet, qui m'avait dit, bah non, pour ton allus valgus, tu as des exercices à faire tous les jours pour ralentir. Et donc, moi, tu vas chez le podologue année après année, il te dit pas qu'il y a des exercices, puis par hasard, tu apprends qu'il y a des exercices, tu vois. Et ça change tout, en fait. Donc, du coup, ça fait déjà, donc là, il y a 2 exemples, et j'en ai encore d'autres. Alors, je sais pas si je vais tous les faire, mais c'est vrai que des fois, tu es un peu dégoûté parce que tu te dis, j'ai l'impression de faire tout bien, d'être proactif pour ma santé en faisant des rendez-vous réguliers, et puis tu vois là, c'était pas bon.
Alors, je rajoute un autre truc où tu veux commenter pour pas que je parle trop Mais non, vite. vas-y. Ok. Vas-y. Alors, autre truc. Donc, j'en ai pas trop parlé parce que je voulais vraiment avoir tous les éléments sur ce truc-là, mais je les ai pas tous encore. À un moment donné, j'avais dit que j'avais contrôlé mon taux de calcium pour vérifier quand même que c'était bon en allant chez le médecin généraliste. Il m'avait fait faire une analyse à la con, hop, et puis le taux de calcium était bon. J'avais paradé ici sur le podcast en disant oui, oui, tout est nickel. Et il y avait eu quelqu'un, Kevin, qui avait dit oui, le taux de calcium dans le sang, en fait, on s'en fout, c'est pas important. Donc Kevin avait raison. Et du coup, je suis allé faire une je sais jamais comment ça s'appelle, une dositométrie. Ouais, Densitométrie. dositométrie. J'ai refait des analyses sanguines et tout ça. Et en fait, comme moi j'aime bien dire la vérité, en fait, la densitométrie que j'ai fait, pour être honnête, donc ça mesure voilà la qualité des os et tout ça. Au niveau des jambes, machin, c'était bon. Au niveau de la colonne vertébrale, je veux dire la vérité, c'était pas top. En réalité, la colonne vertébrale, c'était pas top. Et bref, du coup, j'ai mis en place des actions pour voilà, améliorer les choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais allé plusieurs fois chez ce médecin généraliste. Je pensais que j'étais pris en charge. Je pensais que je faisais tout bien parce que le médecin me disait que c'était tout bien. Mais en fait, c'était pas tout bien. Et si Kevin, il avait pas dit le taux de calcium sanguin, ça vaut que dalle. C'est un truc qui est homéostase, il change pas, il déminéralise tes os pour se maintenir constant. Si Kevin, il avait pas expliqué ça, j'aurais pas fait à mes frais, hein. Comme d'habitude, tout ce que je dis, c'est à mes frais, hein, là. J'aurais pas fait la densité osseuse. J'aurais pas détecté que j'avais le problème au niveau de la colonne vertébrale du dos. Je changeais ni mes habitudes au quotidien au niveau des exercices, ni ma bouffe. Et ben, ça se trouve, dans 20 ans, ma colonne vertébrale, en fait, était toute niquée, hein. C'est grâce à Kevin que j'ai commencé la première étape qui m'a amené vers les autres étapes. Et notamment, au niveau du dos, je pense qu'après mon truc de kiné, après mon opération du dos dont j'ai longtemps parlé, là, depuis 3 ans, j'ai pris une très mauvaise habitude, c'est que j'ai maintenu ce qu'on appelle un appui tripodal quand je fais des choses dans la vie courante. Donc, un appui tripodal, c'est ce que font les seniors. C'est que genre, quand tu vas ramasser un truc par terre, tu te baisses, mais en même temps, tu mets ta main gauche sur ton genou, par exemple. Ou si tu nettoies la table avec une éponge, tu prends appui à chaque fois sur ta main, tu vois. Ou quand tu te lèves du lit, tu mets tes mains sur le lit, puis tu prends appui sur tes mains pour te lever, en fait. Et ça, c'était une habitude que j'avais pris après l'opération, tu vois. Pendant plusieurs semaines, pour pas solliciter de dos, on te dit qu'il faut faire ça. Mais en fait, j'ai maintenu cette habitude. Et ce qui fait qu'au final, ben, mon dos, il n'y a pas de contraintes. Et j'ai pas eu de contraintes quasiment depuis 3 ans. Surtout qu'avec mon entraînement TRX, justement, je faisais des entraînements autoportés pour pas trop solliciter le dos. Et je faisais plein de gainage, mais en fait, le gainage, ça sollicite pas trop le dos. Bref. Et donc, je pense qu'au niveau exercice, j'étais vraiment pas bon depuis 3 ans parce que j'ai enlevé tous les contraintes sur le dos. Et comme mon alimentation, elle devait pas être top non plus, parce que comme j'avais dit, bah moi j'étais vegan et je pensais que ça allait bien parce que le médecin me disait que ça allait bien, mais très probablement il n'y avait pas assez de calcium. Bref. Donc j'ai changé des trucs. Maintenant, bah, on va espérer que les choses rentrent dans l'ordre, mais c'est un peu comme les histoires de parodontie, ça va prendre du temps parce qu'en fait, ça n'a pas été détecté à temps. En fait, enfin, ça n'a pas été détecté, si, ça a été détecté à temps avant qu'il y ait des dommages irréversibles. Mais ça aurait dû être détecté beaucoup plus gros, beaucoup plus tôt. Par le médecin généraliste, s'il avait fait faire les bonnes analyses, par la dentiste, si elle avait fait un bon contrôle dentaire et tout ça. Donc, ça fait déjà 3 fois qu'entre guillemets, je me fais un peu niquer parce qu'en fait, je crois être pris en charge et je le suis pas. Donc, fort de ça, je me suis dit, bah, allons-y gaiement, puisque il faut tout faire soi-même, je vais faire moi-même. Donc, j'ai pris un rendez-vous chez un ophtalmo. J'avais jamais vu d'ophtalmo de ma vie, hein, vu que j'ai des bons yeux. Donc, j'y suis allé. C'est vrai? Ouais, T'avais jamais été? j'avais jamais été de ma vie. Ah ouais. Ouais. Donc, mais j'y suis allé. Bon, coup de peau, là, tout allait bien. Donc là, j'étais content. Même si ça présage pas des fois, tu sais, donc là, moi, j'ai 46 ans. Ça arrive que des fois, à partir de 46, 47, 48, ça peut se dégrader. En fait, on peut devenir, voir flou de près parce qu'on n'est pas vraiment fait pour voir de près. Mais bon, il se trouve que coup de peau, là, tout était bon. Et la bonne femme, elle m'a dit, bah voilà, vous revenez dans un an. En fait, en termes de prévention, si tu peux payer, parce que donc du coup là, je suis allé dans les trucs privés, bah l'idée c'est qu'à mon âge, tu vas chaque année chez l'ophtalmo quoi, pour vérifier un peu les choses. J'ai pris un rendez-vous chez l'ORL, voilà, bon ça c'était pas de problème non plus. J'ai pris un rendez-vous chez un cardiologue. Donc là, c'était bon, il me manque juste le test d'effort à faire, ça pouvait pas être fait dans la même truc, mais voilà, tout était bon. Donc là, j'en étais déjà à 3 rendez-vous. J'ai repris rendez-vous chez un dermatologue. Donc ça, j'avais déjà fait l'année dernière pour contrôler tous les grains de beauté et tout. Donc tout ça, c'est à mes frais, hein. Donc faut compter entre 80 balles et 150 balles le rendez-vous. Mais bon,
C'est ça ou Mais là, parce que t'es à l'étranger, que c'est moins cher. En France, parce que je passe le ça y privé. est, Ouais, non, non, cher, parce que je passe par le système privé, en fait. Donc, mais l'avantage, c'est que j'ai des rendez-vous en 48 heures, en fait, hein. C'est comme ça. Enfin, 48 heures, ça dépend un peu plus, voilà, allez, en une semaine, éventuellement. Et du coup, bah, j'ai eu mes rendez-vous annuels. Et en fait, il faudrait en faire un autre. Il faudrait faire ce qu'on appelle la coloscopie, en fait. Tu vois? Bon, ça, j'ai pas trop creusé. C'est le truc qui fait bah, un petit peu on peur. veut bien que on veut bien que tu creuses et que tu nous racontes, Fabrice. Ouais, C'est du boulot pour la ben, communauté quand même. Faut que tu te dévoues. non, mais en fait, donc, si j'ai bien compris, mais ça c'est Gemini qui dit, normalement en France, c'est un examen qui est recommandé ou voilà qu'on te dit de faire à 50 ans, mais selon les normes internationales, on te dit qu'éventuellement tu peux même le faire à 45. C'est même mieux parce que plus on détecte quelque chose tôt, mieux c'est. Et donc comme là j'ai 46, ben en théorie, il faudrait que je le fasse. Donc bon, là j'étais tellement dans les examens que j'en ai un petit peu marre, mais bon, en théorie, faudrait faire. Et donc voilà, et je suis aussi allé chez le podologue, donc ça en fait des trucs. Voilà, Mais je voulais que tu m'en voilà, parles, ouais. Podologue alors? ouais, un podologue espagnol. Donc je vous explique le truc. Ce qui se passe, c'est que c'est marrant parce que pour la kiné, c'est pareil, il y a des différences aussi. Par exemple, les kinés espagnols, ils ont tendance à plus être sur le massage, alors que les kinés français, ils font moins de massage. Et la podologie en espagnol, ils sont plus sur une étude dynamique, alors qu'en France, on est plus sur une étude statique. Donc, je raconte vite fait. Quand vous allez voir un podologue classique en France, souvent on vous met sur une espèce de vitre ou un truc à miroir, Podoscope. voilà. Un Voilà. podoscope. Ok, donc tu te mets comme ça en slip, et puis le type, il regarde un peu le type ou la femme d'ailleurs, il regarde un peu tes appuis, il regarde où sont tes hanches, etc. Et il peut même te dire, ah bah voilà, t'as une jambe qui est plus petite que l'autre parce que voilà, ta hanche est un peu comme ça quand t'es sur ce truc-là. Et c'est entre autres comme ça que le podologue français m'avait dit que j'avais une jambe plus petite que l'autre, ce qui correspondait à mes souvenirs de quand j'étais petit. Ok. Mais c'est tout. En fait, éventuellement, il te regarde un peu marcher, mais ça va pas vraiment plus loin. Et donc là, chez le podologue espagnol, donc là, elle m'a testé la mobilité dans tous les sens, donc de la cheville, des genoux, des hanches. Donc déjà, tu as des tests dans tous les sens. Et elle, pour me tester si j'avais une jambe plus petite que l'autre, elle a fait un autre test, bon, qui était pourri, où en gros, j'étais sur le lit, je faisais un pont fessier, et ensuite, elle me tirait les jambes assez fort vers l'avant, et je pense qu'elle regardait l'écart entre mes jambes. Et on a répété ça plusieurs fois de suite. Et elle a trouvé aucun écart au niveau des jambes plus petites que l'autre. Elle a dit, ah ben non, s'il y a un écart, c'est infini. Vous n'avez pas de jambes plus petites que l'autre. Bref. Après, comme d'habitude, je commence à me méfier, donc vérifié avec Gemini, et le test qu'elle m'a fait faire, en réalité, c'est pas très très fiable, et ça détecte pas des petites Non, non, différences. c'est pas C'est pas terrible. c'est pas terrible. Mais pourquoi j'en parle? C'est très intéressant parce que tu vois, tu vas voir ton podologue français, le type il te dit t'as une jambe plus petite que l'autre. Là, je vais voir cette podologue-là, espagnole, qui fait faire un autre test, et elle te dit non, t'as pas une jambe plus petite que l'autre. Mais du coup, si tu vas en voir qu'un, ou si tu sais pas, ou si tu prends tout pour parole d'évangile, après, quand toi tu fais ta stratégie, je sais pas moi, pour la muscu ou quoi que ce soit, si tu vas voir le premier qui te dit t'as une jambe plus petite que l'autre, bah tu te dis soit je vais mettre une semelle peut-être avant de faire du soulevé de terre ou de la presse à cuisse ou de mettre trop de tension parce que j'ai un écart. Si tu vas voir l'autre, tu te dis bah je peux faire du soulevé de terre, je peux faire de la presse à cuisse lourde, de toute façon je suis symétrique, tu vois. T'as pas les mêmes stratégies, alors qu'au final les infos que t'as eues, tu sais pas vraiment laquelle est juste, hein, pour être franc. Donc bref. Voilà, juste pour dire que au final, attention à pas prendre tout pour parole d'évangile parce que tu imagines des conséquences qui, ça se trouve, sont fausses par rapport au diagnostic initial. Ok, donc du coup, je sais pas, une plus petite, moins petite, au final, on sait pas. Et donc après, j'ai fait ce qu'on appelle une étude dynamique. Donc en gros, elle m'a fait marcher sur quelque chose. Et puis après, tu as un écran d'ordinateur où tu vois les appuis. Bah, pour corroborer ce que tu dis, moi j'avais vu des bons podologues en France justement qui faisaient cette analyse justement dynamique sur tapis. J'en avais vu un à Bordeaux où c'était super justement. Il me faisait en marche, en cours, il montrait les appuis en direct et tout. C'était vraiment hyper intéressant. Mais après, pour mesurer si une jambe est plus longue que l'autre, il y a un examen. Alors je sais plus comment il s'appelle que j'avais fait à l'époque à Lyon il y a quelques années, peut-être même une décennie. Et en fait, ils te mesurent les longueurs du tibia, du fémur. Ils peuvent Mhm. mesurer la longueur de tous les os. Et là, justement, j'avais vu que, de mémoire, faut que je retrouve les examens, mais j'avais genre 4 millimètres d'écart entre les deux tibias, 2 millimètres entre les deux fémurs. Et là, c'était une vraie mesure objective. Ah, Et je sais plus comment ça s'appelait, mais bon, bref, de toute façon, personne n'est symétrique. Mais ouais, en fait, à chaque fois, bah, t'es dépendant du spécialiste. Et ce que je dis souvent, quand t'as un problème, t'es obligé malheureusement d'en devenir spécialiste.
Sinon, en fait, tu es presque voué, à subir, les conséquences alors que tu pensais, comme tu disais, bah, tout bien faire. Donc, en fait, c'est un peu un jeu sans fin en essayant, comme on dit souvent, bah, de rajouter de la vie aux années, parce que sinon, bah, tu vas passer, une fin de vie, compliquée, quoi. Ouais, bah alors après, Google Gemini, enfin, et les IA sont quand même vachement bien pour te permettre de te documenter un peu sur le sujet. Mais bon, des fois, l'IA, elle part aussi dans tous les sens et puis elle finit par raconter un peu n'importe quoi. J'ai vu des cas où ça racontait n'importe quoi. C'est vrai que ça aide quand même beaucoup, voilà, à comprendre un peu et éventuellement anticiper ce qui va se passer dans le rendez-vous. Après, là où j'ai le reproche, c'est que tu vois, le podologue, il va te dire, ah bah t'as une jambe comme ça, alors qu'il devrait dire, l'examen que je fais est pas parfait. Voilà, ça détecte des gros écarts, c'est pas hyper fiable. Une vraie analyse fiable, ce serait de faire ceci, cela, mais je pense que, voilà, d'après le petit test que j'ai fait. Sauf que il te dit pas comme ça, tu vois. Il est plus dans l'affirmation, alors qu'en réalité, son test, il vaut pas grand-chose en réalité. Voilà. Ouais, mais re C'est si tu veux, je ça, te prends c'est un ça la exemple. vérité. Regarde sur les forums Superphysique, quand quelqu'un me pose une question, il me dit: «Oui, qu'est-ce que tu penses de ma séance bras?» En fait, souvent la personne, malheureusement, elle veut que je lui dise: «Bah, c'est bien ce que tu fais» ou «Non, c'est pas bien, fais ça». Mais en fait, pour lui donner une vraie réponse, souvent ce que j'essaie de faire, je dis: «Bah, écoute, pour te dire si tu as un bon programme, j'ai besoin de t'analyser, de regarder ton programme en détail, tes contraintes, comment tu bouges, ta morpho-anatomie et cetera. Voici ce que je propose». Et souvent la personne dit: «Ah bah non, mais moi c'est pas ça que je voulais. Moi je veux juste savoir si c'est bien ou pas». Tu vois? Et donc en fait, bah, je pense que le professionnel de santé, il est un peu dans le même cas, où lui, il se dit: «Bon, bah, je vais pas lui dire tout ça parce qu'en fait, il voudra pas le faire. Il veut juste une réponse, rapide», effectivement, c'est une faute. Mais, c'est comme quand je dis aux gens: «Oui, il faut pas boire de boissons édulcorées» et là, tu en as beaucoup, ils sautent sur place, ils disent: «N'importe quoi, il y a pas de sucre, c'est super» et cetera. Bon, écoute, bah, OK, donc je te dis: «Bois des boissons édulcorées», tu me casses pas les couilles, tu vois? Et je pense que c'est un peu ça le raisonnement. C'est que des fois, moi, quand j'ai des trucs comme ça sur le forum, tu sais, j'explique, je dis: «Voilà, ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir te dire». Mais je vois que c'est pas du tout la démarche de la personne. Elle veut être rassurée ou elle veut une réponse. Elle veut une réponse, directe, sans, réfléchir. Et je pense qu'il y a très, très peu de personnes qui sont comme nous, en fait, qui veulent, justement comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense qu'on est vraiment une très petite minorité et c'est pour ça qu'on rencontre très peu de professionnels qui sont, comme nous. Tu vois? Des fois, on tombe, dessus comme, Pierre, peut-être qu'il nous écoutera, qui est médecin réanimateur avec qui je vais faire un podcast sur l'entraînement respiratoire, qui m'a contacté suite justement à nos épisodes. Mais, sinon la plupart du temps, malheureusement, la plupart des gens, c'est comme ma mère la dernière fois, et je raconte l'anecdote, elle me dit: «Oui, est-ce que je peux manger une banane le soir?» Tu sais, je suis comme ça, je dis: «Mais c'est une blague ou quoi?» Je dis: «C'est quoi la question?» «Oui, j'ai entendu à la télé qu'il fallait pas manger de banane le soir». Et je dis: «Mais tu sais, ça dépend pas de ça». Je lui dis, je commence à lui expliquer. Elle me dit: «Non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Est-ce que je peux manger une banane le soir?» Donc tu vois, j'essayais et je lui dis: «Bon écoute, mange pas de banane le soir». Et voilà, c'est tout. Elle voulait que ça. Elle voulait pas plus. Ouais, ouais. Peut-être, mais bon, en tout cas, moi, quand je vais voir ces gens-là, si jamais, il y a du temps disponible, je dis bien, moi, je fais tout ce qu'il faut faire pour que ça aille le mieux possible. Donc bon, normalement, voilà, tu informes le praticien que tu es prêt à Ouais, avoir mais des comme tout conseils le un monde petit peu, ment. voilà. Comme tout le monde ment, Fabrice, les gens ils disent: «Ouais, ouais, je fais attention à ce que je mange». Puis quand tu vois comment les gens font attention à ce qu'ils mangent, en fait, 3 fois par semaine, ils vous font des saloperies. C'est pas ça faire attention à ce que tu manges, tu vois? Donc à chaque fois, c'est Ouais, pareil. Tu dis un truc, mais comme ils te connaissent pas et cetera, on en revient toujours à cette histoire de première impression, de bien parler, de communication pour vraiment se faire comprendre parce que l'autre, il doit se dire: «Ouais, bon, bah, OK, il est intéressé, mais bon, c'est bon, il connaît rien, il me casse les couilles». ouais, ouais. Mmh. Enfin, non, alors je finis sur le truc de podologue. Donc elle était pas fan, évidemment de mes chaussures minimalistes et au moment où on a de toute façon, c'est toujours comme ça, il y a toujours une opposition. Tu vas chez le kiné, lui, le kiné, il est dans le mode, on se renforce tout. Puis, tu vas chez le podologue, lui, il est dans le mode, on te fait des semelles et on compense, ce qui va pas. Enfin bon, c'est toujours les 2 approches un peu différentes. Puis toi, tu fais un espèce de truc médian en disant: «Bon, je vais écouter un peu le kiné et me renforcer pour que mon renforcement compense, des problèmes». Et puis chez le podologue, bon, il va te filer les semelles, tu vas les mettre un jour sur 2 ou que sais-je. Et puis voilà. Mais néanmoins, en faisant le moulage de la semaine, et la bonne femme a été impressionnée, elle a dit: «Mais vous avez des pieds qui sont super larges». Donc parce qu'effectivement on voit le petit talon, puis on voit des pieds de hobbit. Donc moi je voulais pas me lancer dans des explications, mais je me suis dit qu'on voyait peut-être l'effet d'1 an, et plusieurs mois de marcher avec les chaussures minimalistes, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression que ça s'est élargi. Alors peut-être que c'est dans ma tête ou quoi, mais je pense que ça s'est un peu élargi. C'était ce qu'on avait dit quoi, plus on met de contraintes, bah, plus le truc s'adapte. Et bah, moi j'ai déjà un élargissement, je pense, du haut du pied. Donc du coup ça me fait des vrais pieds de hobbit.
Voilà. Et autre sujet, Rudy, je finis là-dessus, sur des histoires de santé longévité. Tu te souviens, à un moment donné, j'avais fait 2 EMG avec 2 neurologues différentes à l'époque où j'avais des problèmes de sciatique. Et en fait, donc je le rappelle très vite parce que les gens connaissent l'anecdote. Donc j'en avais un qui m'avait dit que j'avais le nerf sciatique qui était en souffrance et qu'il fallait que j'arrête de faire du sport, que je me repose et tout. Et 3 semaines après, j'en avais un autre qui m'avait dit non, tout va bien, arrêtez de vous stresser, faites du sport, faites-vous plaisir. Et à la fin, moi, j'étais au 5e dessous, puis finalement, je sais plus, au bout de quelques semaines, j'ai dit allez, fuck you all, je vais faire mes trucs et puis. Du coup, avec Gemini et tout, bah, c'est intéressant de reparler de tous ces trucs-là et de voir en fait ce que en dit l'IA. Et donc l'IA explique qu'un examen EMG, ça dépend beaucoup de qui te le fait et de la manière dont il va placer les électrodes. Donc ça dépend beaucoup du praticien et c'est pas comment dire, euh, c'est pas Pas rare en super fait fiable. d'avoir des trucs. C'est pas super fiable. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'étais sorti de tous ces trucs-là, comme il n'y avait pas l'IA pour m'expliquer et tout, puis que eux, ils prennent pas le temps de t'expliquer, comme c'est des mesures chiffrées, pour moi, c'était ultra fiable parce qu'ils te sortent des chiffres avec, je sais pas, des virgules, des machins. Tu dis, c'est des chiffres. Comment ça peut être différent? Mais en réalité, non, c'est pas très fiable. Ça dépend complètement de où il va te mettre les trucs. Et le premier qui m'avait fait le MG, je me souviens, ça a duré 15 minutes. 15 minutes. Donc, je dis à l'IA, est-ce que 15 minutes, c'est suffisant pour faire un EMG? Il me dit, bah non, un EMG, c'est 30 à 45 minutes. Et en fait, ce que je comprends, c'est que les types, comme ils sont pas bien payés ou qui veulent enchaîner les actes, la vérité, c'est que le premier, il a complètement bâclé le truc. Il est arrivé à une conclusion, qu'est-ce qu'elle était vraie, pas vraie, j'en sais rien. Et après, il m'a dit quelque chose qui m'a mis dans les 5e dessous, alors qu'en réalité, il a pas bien fait son boulot, tu vois. Il a pas bien pris le temps de faire les choses. Et le deuxième, il a un peu pris plus le temps. Bon, il est arrivé à une conclusion différente. Lequel avait raison, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois, l'IA, elle permet de comprendre. Elle dit, ah bon, bah, en fait, c'est pas un examen si fiable que ça. Et du coup, aussi de toutes ces histoires, j'essaye de dire, bon, quelle est la conclusion qu'il faut tirer de tout ce truc-là? La dentiste qui m'a pas bien pris en charge, le podologue qui oublie de dire qu'il y a des exercices actifs, le médecin généraliste qui sait pas que le taux de calcium sanguin, ça vaut que dalle, les types qui bâclent des EMG et tout. Qu'est-ce qu'il faut essayer de retenir pour, voilà, pour se sentir bien et avoir l'impression qu'on s'occupe bien de soi? Donc, le premier truc, ça, c'est la conclusion la plus simple. C'est que, en fait, il y a des rendez-vous qu'il faut prendre une fois par an à vos frais. En France, ce sera pas comme ça parce qu'il faut que ce soit le médecin généraliste qui vous envoie pour que ce soit remboursé par la Sécu et tout ça. En France, la prévention, elle est pas très très bonne. Et la vérité, bah, c'est que si vous allez à l'étranger ou que si vous passez par le secteur privé, et ben en fait, vous payez et vous avez votre rendez-vous de cardiologie une fois par an. Et que c'est pas si mal, en fait, de faire un rendez-vous comme ça une fois par an quand on a 45 piges. Il y a des rendez-vous, en fait, ben, faut les faire une fois par an, puis il faut payer. Ah, désolé, c'est ça. Et du coup, bah, faut aller à l'étranger, faut accepter de se déplacer ou j'en sais rien, mais si on reste chez soi, dans son petit coin de désert médical et qu'on se contente de juste aller voir le médecin généraliste et qu'il nous renvoie vers les bonnes personnes, ben on n'a pas les examens préventifs qu'il faudrait. Ça, c'est ma première conclusion. Et la deuxième conclusion, mais là, c'est un peu plus compliqué. Je pense peut-être que c'est une erreur d'aller voir des praticiens qui sont trop isolés, ce qui est souvent le cas quand on habite un peu à la campagne comme moi, et qu'il faut peut-être mieux aller dans des trucs, je sais pas, des espèces de polycliniques ou des trucs spécialisés où il va y avoir plusieurs personnes qui vont discuter entre eux, être au courant des dernières technologies, tout ça, qui ont le temps d'aller à des séminaires, qui ont le matériel de dernier cri. Alors ça coûte un peu plus cher. Peut-être qu'on est un peu plus dans une logique industrielle, alors que le praticien qui est près de chez vous, a priori, au bout de 10 ans, il vous connaît. Hein. Ah bah oui, moi je fais des blagues avec ma dentiste, hein, pas de problème. Bon, je fais des blagues, mais elle a pas regardé sous ma gencive. Donc au final, j'étais allé dans une polyclinique avec quelqu'un avec des trucs qui voit passer des tonnes et des tonnes de gens. Peut-être que j'aurais été mieux suivi. Je ne sais pas. Donc voilà, là sur ce truc-là, peut-être qu'il faut faire un mix, mais probablement qu'il est peut-être mieux, c'est mieux d'aller dans des centres un peu très compétents, spécialisés où il y a plein de monde. Là où j'étais allé, notamment pour me faire opérer du dos, c'était à la clinique du dos de Mérignac, où là il y a que des bons. Et effectivement, j'étais très très bien pris en charge dans ce cas-là. Voilà. Et le troisième truc, mais ça on a déjà parlé plein de fois avec Rudy, c'est que la France, ils ont des centres d'excellence, il y a aucun doute. Hein. Genre Bordeaux, ils ont plein en parodontie et tout ça, ils ont plein de trucs très bien quand on cherche. Sauf que pour avoir un rendez-vous, en fait, c'est galère, quoi. T'as pas ton rendez-vous, faut attendre des semaines, tout ça. Alors que là, bah, à l'étranger, il y a des centres qui sont top aussi. Tu payes et t'as ton rendez-vous. Donc voilà, chacun tire la conclusion qu'il a, mais moi j'ai eu mes rendez-vous là. Imaginez tous les rendez-vous que je décris, je les ai eus depuis le dernier podcast. Donc tu vois.
Donc, je sais pas si tu as un avis là-dessus, Rudy. Moi, des fois, je suis un peu Ah perdu. non, bah, non, mais j'ai écouté, mais après, je suis d'accord avec toi, globalement, hein. C'est sûr que le problème, c'est quand tu es en France, bah, en fait, on voit bien que le système de santé est complètement sous l'eau, qu'il y a moins de gens compétents parce que souvent, en plus, ils sont sous-payés, comme tu l'as dit, donc ils sont obligés de travailler à la chaîne. Et donc, finalement, bah, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué de prendre soin de soi au mieux. Il y a des actions qu'on peut faire tout seul, qu'on encourage et qu'on recommande dans nos divers podcasts. Et puis, il y a des actions où on a besoin de spécialistes parce qu'on peut pas être bon partout, on peut pas être super bon, même si ça doit pas nous empêcher, bah, de chercher des réponses à nos questions. Si l'avis du spécialiste qu'on va voir est un peu léger ou qu'on a l'impression d'avoir été à la chaîne. Et c'est un peu ça qu'il faut se dire par défaut, c'est qu'en fait le spécialiste qu'on va voir, bah, il n'a pas la science infuse, et donc il faut quand même se documenter. Mais sûr, tu as tout bien résumé, hein. Après ça prend du temps, c'est toujours pareil, ça prend du temps, ça prend de l'argent comme tu as dit. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alimentation, hein. Tout n'est pas accessible et donc après, bah, faut faire des choix. Faut faire des choix et malheureusement, société implique de plus en plus de choix. Voilà. Ah bah, il faut pas être pauvre, faut être flexible dans son emploi du temps, puis pouvoir se déplacer, hein. Voilà. Bah, ça, j'insiste bien quand même là-dessus. Il faut se déplacer, hein. Si tu ne te déplaces pas, forcément, t'as pas les gens qui sont disponibles, ils sont pas toujours juste à côté de chez toi. Donc, faut accepter de se déplacer, ce qui a encore un coût. Et voilà. Donc bon, donc grand merci à Kevin. Grand merci. Alors j'ai oublié comment il s'appelait, celui qui m'a parlé de la parodontie, mais alors lui, grand merci, parce que sinon ça se trouve dans 10 ans j'avais plus de dents. Donc voilà. Et du coup, bah là j'ai un peu détaillé. Si jamais il y en a qui ont encore des conseils à me donner santé en dans le suivi des examens que je dois faire là, qui vont me pousser à faire la coloscopie que j'aurais fini à faire, qui n'hésitent pas à me dire. Et comme ça, je me renseigne et je fais ce qui doit être fait. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. On finit l'épisode là-dessus. On espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir directement en partie commentaire, à vous abonner, à liker. Bref, vous connaissez l'histoire. Je rappelle, ce podcast est rendu possible par notre marque de compléments alimentaires premium Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique-nutrition.fr. Une marque de compléments alimentaires premium, surtout destinée à améliorer votre santé et donc vos performances. Bref, on vous invite à aller voir. C'est le premier lien dans la description et le premier lien qui est épinglé dans la partie commentaires. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut!